Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci infiniment d'être là aujourd'hui. Et surtout, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous partager un outil qui a littéralement changé ma vie. Cet outil, je l'ai reçu grâce à la lecture d'un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » par Lise Bourbeau. Mais avant de vous parler de ce livre, je vais quand même me présenter, ça reste la moindre des choses. Alors, je suis Carolina. Plus communément, je suis ce qu'on pourrait appeler une youtubeuse. Et donc, ça veut dire que ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube où je partage mes questionnements, mes remises en question, voilà, plein de choses qui touchent à l'expérience humaine parce que c'est ce que je passe mon temps à faire, me poser des questions, essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du qu'est-ce, d'absolument tout ce qui m'arrive. Et donc, j'ai lu un livre, donc Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui m'a permis de changer mon rapport à moi-même et de ce fait, mon rapport aux autres aussi. Avant de commencer, je voulais quand même faire un tout petit disclaimer, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. C'est de dire que je vais vous présenter ici un modèle qui me paraît simple, compréhensible et très accessible et qui personnellement, moi, m'a beaucoup parlé. Mais ce modèle est présenté parmi un tas de croyances de la part de l'auteur qui sont de l'ordre de la croyance, justement. Par exemple, elle parle de réincarnation, de manifestation des blessures sur le corps physique, etc. Et c'est des choses auxquelles, personnellement, je ne crois pas. Donc, il faut prendre de la distance avec la lecture de ce livre. Si ça vous parle, tant mieux. Mais si vous n'y croyez pas, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est toujours très intéressant. Alors, de quoi nous parle Lise Bourbeau? Comme le titre du livre l'indique, elle parle des blessures de l'âme. Alors, dans notre société telle qu'on la connaît, c'est vrai que notre corps émotionnel est souvent mis au second plan en termes d'attention, de soins qu'on pourrait lui apporter. C'est sûr que si maintenant on se blesse, même si je sais que certains d'entre vous procrastinent sûrement pour aller chez le médecin ou à l'hôpital, a priori, quand on se blesse, on va justement se faire soigner lorsqu'on se casse quelque chose, lorsqu'on a mal quelque part. Mais lorsqu'il s'agit du corps émotionnel, lorsqu'il s'agit de ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit, c'est plus compliqué de réaliser que oui, on peut avoir des blessures et oui, on peut souffrir sur ce plan-là. Et donc, Lise Bourbeau nous explique qu'on peut catégoriser les blessures qu'on peut faire à ce corps en 5 grandes catégories d'émotions négatives. Je vais les donner plus précisément tout à l'heure, mais pour vous les énumérer, ce sont la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. On sait tous à peu près qu'est-ce que ça fait de ressentir ces émotions, on les a déjà tous vécues. Mais Lise Bourbeau nous dit que ce sont des émotions qui vont, dès notre plus jeune âge, nous marquer et participer à la formation de notre ego. Alors, il y a plein de définitions différentes de l'ego, ça dépend à nouveau de nos affinités avec différentes branches, parce que on peut étudier l'ego dans un tas de domaines différents. Et Lise Bourbeau nous explique qu'en fait, ces blessures-là vont créer en nous le besoin de nous protéger. Et nous protéger comment? Avec ce qu'elle appelle un masque. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce masque, si on fait une métaphore avec un attribut physique, on peut l'assimiler à un gant que l'on mettrait sur une main blessée. La blessure étant justement cette émotion qui nous a touchés lorsqu'on était plus jeune. Donc, je vais vous montrer le petit tableau. Voilà, il y a beaucoup d'informations, vous m'excuserez, mais je vais tout expliquer maintenant. Donc, elle nous dit que les blessures dont je vous ai parlé sont parfois des choses qu'on a pu vivre de façon inconsciente, des choses dont peut-être on ne se souvient pas encore aujourd'hui, parce que il me semble que la mémoire humaine commence à fonctionner à partir d'à peu près les 5 ans, mais corrigez-moi si je me trompe. Et donc forcément, en 5 ans d'existence, on a eu l'occasion d'expérimenter un tas d'émotions différentes. Ces émotions, que l'on peut du coup retrouver dans la première colonne, vont créer chez nous les comportements pour protéger l'ego qui sont répertoriés dans la deuxième colonne, qu'on appelle le masque. Donc ce masque, si on reprend la métaphore de la main, c'est un gant que l'on mettrait sur notre blessure. On sait tous que lorsqu'on est blessé, pour ne plus avoir mal, il faut se soigner. En l'occurrence, quand on va utiliser ce masque, c'est-à-dire quand on va mettre un gant sur cette blessure, on ne va pas prendre en considération la douleur qu'elle peut nous infliger. Et donc malheureusement, si quelqu'un nous tend la main pour essayer de nous aider et touche cette blessure, on risque d'avoir une réaction de rejet. On risque d'avoir une réaction où on ne va pas comprendre l'autre. On va lui dire « Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu m'as fait ça? Ne me touche pas ». Mais la personne ne peut pas savoir que l'on a mal si on porte un gant. Elle sait juste qu'on a mal. Et donc le modèle de Lise Bourbeau nous permet de comprendre pourquoi est-ce que
comment est-ce que les masques, en fait, créent une barrière entre nous et les autres, mais aussi entre nous et nous-mêmes. Parce que souvent, on n'a pas conscience des masques que l'on utilise, on ne sait pas pourquoi on les utilise, on ne sait pas lesquels ils sont et qu'est-ce qu'ils essayent de protéger. Alors je vous rassure, on ne porte pas toujours les masques, on les porte seulement dans les situations où justement notre ego a peur de souffrir à nouveau, de souffrir de ces grandes blessures que l'on porte en nous. Alors pour le premier, je ne sais pas si c'est ça, oui c'est ça, voilà. Pour la première blessure, Pour la première blessure, le masque associé est le masque du contrôlant. Personnellement, je suis concernée par cette blessure. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va agir de façon contrôlante dans une situation, lorsqu'on va vouloir garder le contrôle de la situation, c'est une manière de s'assurer que rien ni personne ne pourra nous trahir. Évidemment, si j'appelle toujours pour m'assurer qu'on sera bien à l'heure, qu'on va bien venir à l'endroit indiqué, qu'on ne va pas me laisser tomber, etc., je m'assure de ne pas me faire trahir. Et donc, j'utilise le masque de contrôlante. Pour la deuxième blessure, de l'abandon, on va utiliser le masque du dépendant. Pourquoi ? Parce que si j'agis de façon dépendante avec une personne, c'est une manière de m'assurer qu'elle ne va pas m'abandonner. C'est une manière de m'assurer que je ne vais pas rester seule et que cette personne ne va pas me laisser tomber comme j'ai déjà pu me sentir abandonnée à une certaine période. Et donc, le masque du dépendant sert à cacher la blessure d'abandon. Pour la troisième blessure, le rejet, on va utiliser le masque du fuyant. Pourquoi ? Si on fuit une situation, c'est une manière d'anticiper le fait de se faire rejeter. Si je suis face à quelqu'un et que je m'apprête à m'imaginer que cette personne va me rejeter, en fuyant, je lui empêche l'occasion de me rejeter moi. Et donc, de ce fait, je fuis la situation dans laquelle je pourrais me sentir rejetée. Pour la quatrième blessure de l'humiliation, le masque est celui du masochiste. Le masochiste, c'est en fait une personne qui va se dénigrer, s'auto-rabaisser constamment, faire peut-être de l'autodérision excessive, et donc, de ce fait, comme pour le fuyant, elle va empêcher le fait que les autres le fassent à sa place. Si moi, je passe mon temps à m'auto-rabaisser, à faire des blagues négatives sur moi-même et à montrer que en fait, je suis nulle et que je suis moche, etc., ça ne laisse pas la place aux autres de m'humilier, parce que je le fais déjà moi-même. Et donc, ça me permet de me protéger de la blessure d'humiliation. Et pour finir, la cinquième blessure, celle de l'injustice, va être associée au masque du rigide. Lorsqu'on va agir de façon rigide, c'est-à-dire dans un cadre, un protocole très suivi, lorsqu'on ne va pas vouloir sortir de nos petites cases, de nos sentiers battus, c'est une manière de nous assurer qu'il n'y aura pas de situation d'injustice, qu'on ne va pas vivre une situation injuste. C'est un peu comme pour le contrôlant, mais c'est plus par rapport au fait d'être dans un contexte bien précis et dans des limites bien précises. Donc, Lise Bourbeau nous dit que malheureusement, forcément, une de ces 5 blessures prédomine sur les autres. Peut-être que vous vous reconnaissez dans une de ces 5, peut-être dans plusieurs, mais toujours est-il qu'il y a certaines d'entre elles qui vont être plus présentes que d'autres. Et souvent, ces blessures, on les ressent au moment de nos premiers contacts humains, lorsqu'on arrive sur cette petite planète Terre. Ça peut être la présence de nos parents et la relation qu'on a avec nos parents, comme ça peut être leur absence. Vous imaginez bien que si je suis un enfant qui est né sans parents, la blessure qui va prédominer chez moi va être peut-être la blessure de l'abandon ou du rejet. Mais toujours est-il que même si on a des parents et même si on a eu l'occasion de vivre avec eux, la première interaction qu'on va avoir avec eux va créer justement, potentiellement, ces blessures-là dans notre corps émotionnel. Et donc, on grandit au fur et à mesure de notre existence avec des comportements, parfois de protection, parfois pas, mais des comportements qui nous paraissent innés, naturels, qui font partie de notre identité, de notre personnalité, alors qu'en fait, pour beaucoup d'entre eux, c'est juste une manière de croire qu'on se protège, de croire qu'on fait tout pour ne pas souffrir. Et donc, ça nous empêche d'arriver à la 3e colonne ici, que j'ai appelée solution. Excusez-moi, c'est ma chemise. Et donc, dans les solutions, à nouveau, je vais les prendre une par une, on peut voir que comment on peut lâcher prise si on utilise toujours un masque de contrôlant pour cacher la blessure de trahison. C'est très difficile, et j'en suis la preuve, en tout cas en ce qui concerne la trahison. C'est vrai que beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu énormément de mal à lâcher prise dans certaines situations parce que je voulais toujours tout contrôler. Et au final, à la place de vraiment me protéger de ma souffrance, ça m'empêchait de m'épanouir lorsque j'aurais dû lâcher prise dans des situations où j'en avais besoin.
Pour la deuxième, comment être quelqu'un d'autonome dans les situations où il faut l'être si on utilise toujours notre masque de dépendant pour s'assurer de ne jamais être abandonné? Difficile. Pour la troisième, le fait de devoir affronter des situations se voit être quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile à faire si on utilise toujours un masque de fuyant pour éviter la blessure de rejet. De même pour l'estime de soi en ce qui concerne la blessure d'humiliation. Comment gagner estime de soi lorsqu'on va passer son temps à s'auto-dénigrer et à finir par croire à nos propres dires sur nous-mêmes? Souvent on dit que c'est de l'humour, que c'est pour rire et on sait que ça fait marrer les autres, alors qu'en réalité, il y a de grandes chances pour que lorsqu'on s'auto-dénigre, il y a quand même une part de vérité derrière, ou même qu'on finisse par y croire. Et donc, ça, on l'utilise pour cacher la blessure d'humiliation. Et la dernière, la flexibilité. Comment réussir à avoir un certain degré de flexibilité dans les situations si on passe notre temps à avoir un comportement rigide pour éviter l'injustice? C'est bien compliqué. Personnellement, la lecture de ce livre, moi, elle m'a beaucoup aidée, dans la mesure où j'imagine qu'il y a eu sûrement des études en psychologie, en neurosciences, je ne sais pas, qui ont essayé d'expliquer ça de façon beaucoup plus cartésienne et beaucoup plus scientifique. Mais personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'arrêter de m'identifier à mes souffrances. D'arrêter de croire que j'étais fatalement quelqu'un comme ça, contrôlante. Mais aussi, je suis aussi concernée par les autres, ne vous inquiétez pas. Et de ce fait, elle m'a permis de réaliser qu'il y a des moments pendant lesquels on peut se rendre compte de l'utilisation de nos masques. Il y a forcément un moment dans vos vies, plusieurs peut-être, de façon plus ou moins régulière, pendant lesquels vous vous êtes demandé « mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» C'était absurde, ça n'avait pas de sens. Parfois, il y a eu un malentendu avec une personne qui ne nous voulait pas de mal et nous, on était absolument sûrs qu'elle a voulu nous abandonner, nous rejeter, nous humilier, qu'on a trouvé la situation injuste ou qu'elle nous a trahis. Et pourtant, de l'autre côté, c'est pas forcément le cas. Donc, à la place de nous protéger, ces masques en réalité ne font rien de plus que nous mettre des limites. Alors parfois, en effet, ça nous protège. L'ego, ça nous protège dans certaines situations et il est nécessaire. Mais très souvent, il est juste un frein dans notre épanouissement personnel et dans la connaissance qu'on a de soi-même. Une fois qu'on réalise quand est-ce qu'on porte le masque, on peut se demander d'où il vient. Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'on a commencé à le porter? Avec qui on le porte? Dans quel moment de nos vies? Quand est-ce qu'il a été le plus difficile à retirer? Et ça nous permet de passer au-dessus de nos comportements toxiques envers nous-mêmes, même parfois du mur qu'on peut mettre entre nous et les autres, pour essayer de découvrir autre chose, une autre partie de nous, une autre facette de notre personnalité qui peut-être correspond un peu plus à la personne qu'on voudrait être. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à jeter un coup d'œil au travail de Lise Bourbeau, mais aussi à voir si dans d'autres domaines on peut entendre parler de ce type de modèle. Je suis sûre que ça se fait. Mais surtout, je vous invite à retirer votre masque. Merci.